Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de Gouvernance sur votre chaîne Ma Media Prime. C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche. Vous le savez, chaque dimanche lorsqu'il est 9 heures et durant 52 minutes, nous passons au crible les politiques publiques dans le cadre de cette émission Gouvernance. Mesdames et messieurs, au menu de cette édition, un sujet majeur, nous parlons des 40 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parti dirigé par le président Paul Biya, parti leader depuis 1985. C'était le 24 mars, à l'occasion du congrès de Bamenda, l'UNC, parti créé par feu le président Amadou Ahidjo, devenait donc le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En 40 ans, quel est le legs du RDPC? Quels sont les acquis sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique? Au vu du marasme qui traverse le Cameroun, il y a une certaine exaspération exprimée par les Camerounais ici et là. Est-ce qu'on peut dire que le bilan du RDPC est positif, négatif? Peut-on voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? La politique intérieure du RDPC et sa majorité naturellement en interne comme à l'extérieur, la politique étrangère, les relations également avec la diaspora. Mesdames et messieurs, voilà pour le menu de cette édition de Gouvernance. Je vous retrouve dans un instant pour ouvrir le débat sur cette thématique avec celui qui nous fait l'honneur d'être l'invité ce dimanche. 24 mars 1985, 24 mars 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du président Biya, je lisais l'entame, à 40 ans, célèbre ses 40 ans, un leadership jusqu'ici très peu ou presque pas écorné sur l'échiquier politique national. Pour parler du bilan et les perspectives du parti au pouvoir, nous avons le privilège d'avoir comme invité ce dimanche le professeur Edmond Biloa, universitaire, linguiste, vice-recteur de l'université de Yaoundé, mais c'est davantage dans sa casquette de communicant, membre de la cellule de communication du Rassemblement démocratique du parti universitaire également, personne donc éclairée, membre actif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est lui qui sera notre invité, c'est lui qui nous permettra de dresser le bilan, de passer en revue les axes, on va dire, forts, mais aussi les sujets qui suscitent encore, on va dire, quelques crispations en matière de politique à mettre à l'actif ou au passif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Professeur Edmond Biloa, bonjour et bienvenue sur Gouvernance. Bonjour Serge, merci de m'avoir invité. Professeur Edmond Biloa, qui va se tenir le renouvellement des exécutifs régionaux qui devrait se tenir en décembre 2025. 2025, c'est ça. Rappelons, professeur, le thème, selon la circulaire du vice-premier ministre, le ministre Jean Queuté, secrétaire général du comité central, le thème de cette célébration, soyons tous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi d'une victoire claire, transparente et sans ambiguïté du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. C'est ça. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, cette thématique, professeur, pour moi, ou peut-être pour tout autre Camerounais qui la lit, tel que le libellé exprimé, peut-être elle-même, il y a un terme qui revient ambiguïté, semble elle-même frapper un peu du sceau de l'ambiguïté ou de quelques ambiguïtés. Est-ce qu'aujourd'hui, 40 ans après la naissance du parti, est-ce qu'il n'y a que l'élection présidentielle qui préoccupe au sein du RDPC au cours de cette célébration? Est-ce que la bonne marche du pays, la gouvernance, nous sommes dans la gouvernance, est-ce que la gouvernance ne vous préoccupe pas? Je parlais des aspirations exprimées par les Camerounais ici et là. Est-ce qu'il n'y a que l'élection présidentielle qui devrait galvaniser les troupes à l'occasion de cette célébration? L'élection présidentielle d'octobre 2025 n'est pas la seule chose qui nous préoccupe. Après l'élection présidentielle, il y aura les régionales en décembre 2025. Mais la vie du Cameroun, elle nous préoccupe au plus haut point, parce que les Camerounais, ce sont pour la plupart des militants du RDPC. Par conséquent, leurs préoccupations préoccupent le parti, leurs préoccupations préoccupent les dirigeants du parti, dont on ne peut pas penser un seul instant que
la seule chose qui préoccupe les plus hauts dirigeants du parti, les communicants du parti comme nous, et les militants du parti que nous sommes tous, soit seulement l'élection présidentielle. Tout préoccupe tout le monde, parce que le Cameroun est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Alors, revenons, professeur, à ce qui constitue, on va dire, l'ADN du RDPC, sa devise. Unité, progrès, démocratie ici. On va dire que s'il faut jeter un regard dans le rétroviseur, lorsque le président Paul Biya crée l'UNC en RDPC en 1985 à Bamenda, le volet démocratie ça a été un accouchement assez difficile. Beaucoup de hiérarques du parti n'étaient pas très favorables à l'ouverture démocratique. 40 ans plus tard, certains ont l'impression qu'on a plutôt connu un recul démocratique, même s'il y a une floraison de partis politiques. On a le sentiment que le parti au pouvoir, à travers les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, votre camarade de parti, brime les quelques leaders de l'opposition, la société civile. Le regard que vous portez sur la marche démocratique 40 ans plus tard. Quand le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, l'une des premières choses qu'il dit aux militants de l'UNC à l'époque, il leur dit il faut que nous nous préparions à la concurrence. Donc il avait déjà en tête cette idée d'ouverture démocratique. Et effectivement, il a ouvert l'UNC et plus tard le RDPC à la concurrence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de notre parti, l'accession au poste du parti, au poste dirigeant du parti, passait par la concurrence. Et cette envie de démocratiser le parti a migré vers le pays. Après avoir démocratisé le parti, le président Paul Biya a aussi démocratisé le Cameroun en ramenant le multipartisme qui avait disparu avec l'instauration du parti unique. Il a démocratisé le pays en faisant passer les lois de 1990 qui consacrent toutes sortes de libertés accordées aux Camerounais. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que le président Paul Biya a instauré la démocratie et la démocratisation du pays. Il a travaillé énormément à la démocratisation de notre parti politique, mais également à la démocratisation de la nation et de l'État camerounais. Maintenant, il faut vraiment dire que le pays s'est beaucoup démocratisé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas peur de dire ce qu'on veut dire au sujet du président. Comme lui-même il avait dit, on n'a pas besoin d'aller dans le maquis pour parler au Cameroun. Et donc, pour exprimer ses opinions. Pour exprimer ses opinions, les gens s'expriment librement. Mais parfois même avec des abus, des excès. Parfois avec des abus. Vous voyez, les comédiens font des blagues à longueur de journée sur le président de la République. Ils imitent le président du Sénat, ils imitent le président de l'Assemblée nationale. Le Cameroun s'est énormément démocratisé, pour ne pas le reconnaître. Et ça, c'est grâce au travail du président Paul Biya. Il a contribué énormément à la démocratisation du Cameroun. Non seulement à la démocratisation du Cameroun, mais aussi à la démocratisation du parti. Bon, bien entendu, tout le monde ne regarde pas toujours dans la même direction. Les gens ont toujours des opinions contraires. Mais la réalité, c'est que le pays s'est beaucoup démocratisé. Regardez le nombre de journaux écrits qui sont publiés chaque jour. Regardez le nombre de radios. Regardez le nombre de télévisions. Ça veut dire que le pays s'est démocratisé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le camp d'en face vous dira que derrière les barreaux à Kondengui, il y a des prisonniers politiques, notamment les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour le parti dirigé par le professeur Maurice Kamto, ceux qui ont notamment voulu marcher
revendiquant la victoire de leur champion en 2019, après l'élection présidentielle de 2018 notamment. Certains vous diront que on est dans un système peut-être dictatorial. Ils estiment qu'il y a des prisonniers politiques au Cameroun. Qui est en prison à cause de ses idées? On n'en connaît pas. Mais quand on vous dit que la marche était interdite, eh bien si vous violez cette interdiction, donc vous avez violé une loi, n'est-ce pas? Quand on vous dit que si vous posez tel acte, c'est un acte qui s'apparente au terrorisme, et vous décidez quand même volontairement de poser l'acte qui est interdit, c'est tout à fait normal que les pouvoirs en place fassent leur travail. Le parti dont vous parlez, c'est un parti qui s'est illustré par des actes de barbarie, des actes de vandalisme, et c'est un parti qui ne veut pas suivre les instructions de ceux qui régulent le fonctionnement de la République, n'est-ce pas? Bon, donc, si vous voulez marcher et le préfet ou le sous-préfet vous dit non, cette marche-là est susceptible de créer du désordre. Par conséquent, elle est interdite. Vous dites non, nous allons marcher quand même. Mais maintenant, lorsque vous êtes interpellé, vous n'allez pas dire que vous avez été interpellé pour des raisons politiques. Non. Tout le monde sait très bien qu'il y a des marches qui ont été autorisées au Cameroun et personne n'a jamais été inquiété à ce sujet. Quand vous avez un parti politique dont les dirigeants vont à la télévision nationale et disent que on va rendre le Cameroun ingouvernable. Vous, à la place des gouvernants du Cameroun, vous, à la place de ceux qui gèrent le pays, vous feriez quoi? Vous prendriez des mesures pour que le Cameroun soit gouvernable. Voilà, vous voyez. Donc, le conseiller du président du MRC a dit un jour aux journalistes que ils allaient rendre le Cameroun ingouvernable. Ben, donc, si vous avez décidé de rendre le Cameroun ingouvernable, c'est normal que ceux qui gouvernent le Cameroun prennent des mesures pour que vous ne puissiez pas rendre le Cameroun ingouvernable. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc il faut que les gens soient sérieux. Volonté de préserver l'ordre public. Il faut préserver l'ordre public. Il faut préserver l'ordre public, il faut préserver la paix, il faut préserver l'unité, il faut préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. À partir du moment où vous êtes contre la paix, vous êtes contre l'unité, vous êtes contre l'intégrité du Cameroun, en ce moment-là, c'est tout à fait normal que la justice vous interpelle. Vous avez évoqué un mot, l'unité, autre déclinaison de cette devise du RDPC, professeur. Il serait très risqué de dire aujourd'hui que c'est un chantier parfait à mettre au registre, à l'actif du RDPC. On a la crise anglophone qui est toujours béante depuis 10 ans déjà. Du côté de l'extrême nord, encore quelques attaques sporadiques de temps en temps de Boko Haram. On voit justement, il y a quelques jours encore, l'émanation d'un groupuscule, mouvement du Grand Nord. On a l'impression que les replis identitaires se sont accentués au Cameroun. On a la cause anglophone, ceux qui évoquent retour du pouvoir au niveau du Grand Nord. Est-ce à dire que le RDPC a échoué à bâtir une véritable unité nationale dans le cœur des Camerounais? Lorsqu'aujourd'hui on s'identifie comme un nordiste, on s'identifie comme un anglophone, on s'identifie comme un bamileke, on s'identifie comme un béti sur la scène publique, dans ce vaste échiquier politique, quel regard vous posez sur ces questions? Vous êtes linguiste, je l'ai dit, dans les questions... Nous ayons le poisson sorti de nos eaux. Mais vous dites que c'est toi qui va aller chercher le poisson là. Pourquoi vous ne pouvez pas aller faire comme les Chinois, comme les Indiens? Pourquoi vous ne voulez pas créer vos États? On a 5 milliards, le gouvernement a mis 5 milliards pour vous encourager. Allez les prendre. Au ministère de l'élevage, il n'y a personne. C'est une invitation, peut aller mais c'est là-bas, personne ne crée.
Ouvre, fais ton étang de 2 mètres carrés chez toi, derrière ta maison. Mets l'eau là-bas, mets les poissons là-bas. Et tu vas manger. Et le surplus, tu vas aller loin. Au lieu d'investir 5 millions pour aller au Canada, les mêmes 5 millions peuvent servir à produire. Bien entendu, mais je dis, tous ces gars-là, ce sont des milliardaires. Les gars qui partent au Canada, là, quand ils dépensent ces 5 millions pour partir là, c'est un milliardaire s'il avait investi ici. Mais sauf qu'ils veulent la vie facile. Ils veulent aller dans les pays qui ont été construits déjà, au lieu de construire le leur. Le leur qui n'a que 60 ans et qui n'a rien, qui n'a aucune infrastructure. Mais je pense qu'il faut aussi communiquer là-dessus. Ne donnez pas toujours la responsabilité à l'État. Dites à ce peuple qui abandonne l'Eldorado, qui abandonne l'or, le diamant sur place pour partir, que l'argent qu'ils utilisent pour partir là suffirait pour construire chez eux. Et que s'ils ont atteint leur paradis là-bas à l'extérieur, qu'ils restent là-bas et qu'ils nous restent tranquilles et qu'ils ne nous critiquent pas. Parce que les critiques que j'entends ici proviennent précisément des gens qui ne font rien. Je suis un exemple de la résilience camerounaise, monsieur. Et je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Quand je regarde le gouvernement, je ne vois pas les enfants de riches. Quand je regarde Eba ici, je vois que c'était un enfant de pauvre. Ce sont des enfants de pauvres qui étaient, n'est-ce pas, dans la religion. Quand je regarde le ministre du Commerce, commençons par le chef d'État. Quand je regarde le ministre du Commerce, c'était des... Moi j'ai vu une photo de chez lui où ils allaient même nus, pieds nus. Alors que beaucoup sont ici, ils portent des chaussures. La plupart des membres du gouvernement, là, ce sont des enfants des pauvres. Est-ce que cela ne fragilise pas la construction unitaire, la mise en exergue de ces particularités ethniques au Cameroun, communautaires? Est-ce que cela ne fragilise pas la construction unitaire? Et que ceux qui ne se battent pas, que ceux qui croisent les bras, ils se taisent au lieu d'accuser les gens. Moi, je vois tous ces jeunes gens qui vont à Dubaï, qui vont à Guangzhou, qui vont partout en Chine. Qui se battent à Mokolo, ici, partout là. Mais ils sont bien. Je vous parle de mes enfants, je vous parle de mes neveux, je vous parle de Jérôme. Jérôme, il est ici. De juxtaposition entre l'identité communautaire et l'identité nationale. Alors que les autres n'ont pas suivi. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le ministre, ces exaspérations de la vie chère. Un autre argument semble cristalliser. Est-ce qu'on peut parler de la vie chère dans un pays où quelqu'un mange le plat à 300 francs, à 500 francs? Allez un peu au Gabon voir si on peut manger à 500 francs le plat. Est-ce qu'on peut parler de la vie chère dans un pays où tu manges le poisson braisé, un bon poisson braisé le soir à 500 à 600 francs? Allez un peu au Sénégal, voir s'ils ont... Au-delà du poisson, il y a allez même en Côte d'Ivoire, puisque vous aimez me parler de la Côte d'Ivoire. Allez aussi en Côte d'Ivoire manger à 1000 francs. Regardez toute la variété des mets que nous avons ici. Allez aussi là-bas manger, rien qu'ici au marché, monsieur. Si tu peux manger le concha, c'est le maïs avec le haricot là, hein, tourné. Tu peux manger ça. À l'aise, c'est très bon. Mais ici au marché, qu'est-ce qu'on vend? Les gens résilients, les Camerounais qui se battent, ils mettent les pommes pilées. Ils vendent le pomme pilé. Ici à Hippodrome, ou partout là au marché. Vous trouvez les gars qui viennent livrer le pomme pilé. Donc si tu veux un plat de pommes pilées, au haricot noir, tu vas manger. Si tu veux le plat de pommes sautées, tu vas manger. Ici, on ne peut pas te parler de la... Arrêtez de me parler de la vie chère à des gens qui vivent bien. Il y a l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Monsieur, au-delà des indicateurs sur les questions alimentaires... Mais quand même, ce que vous dites là, je vous coupe, ce que vous dites là, oui, participe d'une stratégie de dénigrement du pouvoir. On essaie de comprendre. Les mots tels nous sommes en gouvernance, monsieur. Les mots tels que mauvaise gouvernance, vie chère, ce sont des mots armés. C'est la perception du peuple, monsieur. Non, ce n'est pas la perception du peuple. C'est la perception des communicateurs qui mentent au peuple. C'est la perception des journalistes et la perception des opposants qui mentent au peuple pour détester les gouvernants. Parce que votre rôle, oui, à vous, cette qualité de peuple, cette qualité de communicateur et ces politiciens, c'est retourner le peuple contre le gouvernant. Est-ce qu'on peut faire une démocratie où on oppose le peuple à son gouvernant? Est-ce qu'on peut faire une démocratie où l'ennemi public numéro 1, c'est le ministre, contre le peuple?
On me nomme, on dit que oh, Momo a retourné sa veste. Il est déjà de l'autre côté. On ne me reconnaît plus. Et quand je vais manger à la briqueterie, tout le monde s'étonne que oh, il mange aussi à la briqueterie comme nous. Comme nous, vous êtes où? Vous êtes le peuple comme nous. Qui vous a dit que nous sommes différents? L'émission, c'est gouvernance. Nous sommes dans un exercice de oui, mais sauf que la gouvernance, je dis que c'est un mot armé. Nous sommes dans un exercice. Depuis l'Occident, c'est un mot armé pour la conquête du pouvoir, pour la conquête de nos territoires, pour la conquête de nos richesses. Je souhaite vous rassurer, monsieur. Ça dit que gouvernance prononcée par une certaine communauté internationale, sonne ou droit de l'homme, ce sont des mots armés. Et quand c'est prononcé par vous, je dis, voilà le cheval de Troie à l'intérieur. Alors, tenir compte de ces identités, professeur, sur le plan réglementaire, nous avons au Cameroun une loi qui codifie ce qu'on appelle l'équilibre régional, notamment en ce qui concerne les concours administratifs. C'est ça. C'est une loi qui date de l'époque du président Ali Diop, des années 70. Oui. Ne faut-il pas reformer cette loi aujourd'hui? Lorsqu'on regarde les quotas, 8% pour telle région, 11% là-bas, 12%, 15%, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui engager une réforme? Parlons par exemple aussi du découpage administratif. Vous avez dans la région de l'Ouest, la communauté Bamoun estime que dans le Grand Ouest, avec 8 départements, eux, ils n'occupent qu'un seul département, qui est d'ailleurs le département le plus grand. Si on agrège, et le plus peuplé, si on agrège les 7 départements de l'Ouest bamileke, lorsqu'on regarde le littoral et ces 4 départements qui est plus grand par rapport à la région de l'Ouest, avec ces 8 départements, lorsqu'on regarde également le découpage électoral, je vous donne comme ça tout de gros, prenons un département comme le Nkam, qui est extrêmement grand, qui n'a qu'un seul député. Lorsqu'on a, par exemple, dans le sud... On dit le peuple, le peuple. Vous êtes quel peuple? Lequel peuple? Vous êtes un peuple... Des questions de représentativité sur le plan électoral, sur le plan administratif. Régulièrement, on a ce débat sur tel département n'a jamais eu un préfet, n'a jamais eu un gouverneur. Comment on trouve le juste équilibre pour satisfaire tout le monde? Partant de la loi sur l'équilibre régional. Bon, vous abordez plusieurs problèmes à la fois. Qui sont sur le même élément de la représentativité communautaire. La politique d'équilibre régional avait été mise en place par le président Aïdjo et à l'époque c'était le ministre Moustapha. C'était Daouda qui était ministre de la fonction publique. Et c'était en fait pour que il n'y ait pas de Camerounais qui se sentent abandonnés au bord de la route. C'est pour ça qu'on avait... Parce qu'en fait, si on avait considéré que le critère de compétence ou d'intelligence, il y a beaucoup de Camerounais qui auraient été laissés en marge du fonctionnement ou de la structuration ou de la République. Notamment les régions septentrionales, oui, d'éducation prioritaire. Les régions où l'éducation était orpheline. Vous voyez? Dans les régions comme, grosso modo, les régions septentrionales, un peu l'Est, n'est-ce pas? Et on a donc fait ça, en fait, c'est une politique de discrimination positive. Pour faire en sorte que, même s'il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions académiques pour entrer dans une école, qu'on puisse les admettre en créant des conditions pour qu'ils puissent avoir le niveau de ceux qui viennent des régions favorisées. Et ça, c'est un problème qui se pose même dans les États les plus développés. Vous avez vu que le président Nicolas Sarkozy avait demandé que les enfants des banlieues en France puissent être admis dans les écoles comme Polytechnique, dans les écoles comme Sciences Po, l'ENA, parce que les enfants des banlieues en France n'avaient pas la possibilité de suivre, d'aller dans des écoles où on prépare les enfants à accéder à ces grandes écoles. Vous voyez? Il y a une étude d'ailleurs en France qui avait montré que 30% des enfants qui sont admis à l'ENA en France, 30% des enfants qui sont admis à l'ENA, leurs parents étaient étudiants à l'ENA. Vous voyez? Leurs parents sont les diplômés de l'ENA. Mais les enfants des banlieues,
eux, ils n'ont pas de parents qui ont été à l'ENA. Par conséquent, il faut mettre en place une politique qui soit telle que un enfant des banlieues puisse être admis à une école préparatoire et même s'il ne remplit pas tout à fait les mêmes conditions que l'enfant d'un diplômé de l'ENA, que cet enfant des banlieues puisse aller entrer à l'ENA. C'est ça la discrimination positive. C'est ce que les Américains ont fait aussi. C'est ce que les Américains ont fait. Les Sud-Africains avec... On a très bien vu que beaucoup d'hommes politiques américains ont bénéficié de cette politique. Donc, ce n'était pas une mauvaise politique en tant que telle. Et je ne suis pas sûr que le problème ait été réglé pour qu'on pensait déjà à jeter à la poubelle la politique de discrimination positive, c'est-à-dire les quotas dans les concours professionnels. Il y a encore des régions au Cameroun, des arrondissements, des départements au Cameroun, où les enfants n'ont pas les mêmes facilités qu'un enfant qui est né à Yaoundé, qui a grandi à Yaoundé. C'est pas là. Donc, il faut toujours, je pense, ça c'est mon opinion personnelle, il faut maintenir en place cette politique en attendant que tout le monde soit à peu près au même pied d'égalité. Alors, vous parlez là, professeur, des retards en matière de développement, en matière d'infrastructures de base, éducation, hôpitaux, ponts, routes, dans certaines régions du Cameroun, notamment le septentrion. C'est donc à mettre au passif du RDPC. Est-ce que vous comprenez donc les revendications de certains leaders du septentrion qui estiment qu'ils n'ont rien gagné avec le RDPC en 40 ans ou en 43 ans de leadership du président Biya? Non, ce n'est pas à mettre au passif du RDPC, parce que le RDPC a fait beaucoup de choses. Le RDPC a fait beaucoup de choses. Le retard est encore très criard. Regardez, dans ces prenons l'éducation. Oui. Prenons l'éducation. Moi, j'ai enseigné à l'université de Ngaoundéré comme vacataire depuis 1993. Et jusqu'aujourd'hui, je dirige des thèses à l'université de Ngaoundéré. Regardez simplement le nombre d'enseignants d'université dont compte les 3 régions septentrionales. Il y a eu un saut qualitatif. Vous voyez? Il y a maintenant l'université de Ngaoundéré, l'université de Maroua, et maintenant il y a l'université de Gawa. Vous voyez? Il y a dans les 3 régions septentrionales des départements qui sont considérés comme les quartiers latins de ces régions. Hein? Je ne veux pas embarrasser certains départements, mais si vous prenez un département comme le Mayo-Kani, comptez le nombre de docteurs dont compte le Mayo-Kani. Il y en a beaucoup. Est-ce que cela suffit? Ça ne suffit pas, mais c'est un indicateur de performance. À la base. C'est un indicateur de performance. Vous ne pouvez pas dire que la performance est mauvaise, alors que vous voyez très bien que au niveau éducatif, il y a les infrastructures, il y a les têtes qui ont été moulées, n'est-ce pas? Tous ces enfants qui sont des docteurs, des professeurs d'université, des administrateurs civils, des commissaires de police, des médecins ont été formés à partir du moment où le président Paul Biya est arrivé au pouvoir. Regardez dans toutes les 3 régions septentrionales, dans chaque arrondissement, il y a au moins un lycée. Dans chaque arrondissement. Dans plusieurs arrondissements, vous avez parfois un lycée technique, vous avez parfois un lycée bilingue et vous avez un lycée classique. Même si certains de ces lycées, les images défilent sur la toile, sont dans des conditions parfois déplorables. Je n'ai pas dit que tout était mieux tout était bien dans le meilleur des mondes. Et personne n'a dit que le RDPC a apporté le paradis. Personne ne l'a dit. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations. Depuis que le président Paul Biya est arrivé au pouvoir, beaucoup de choses ont changé. En bien. Vous voyez? En bien.
beaucoup de choses ont changé en bien. Hein? Donc on ne peut pas dire que... j'imagine que vous pensez à ce qu'on peut appeler un mémorandum qui a été publié la semaine dernière par 6 compatriotes des 3 régions septentrionales. Avant eux, il y a eu un mémorandum dans le BAM, dans le grand BAM, et oui. Les mémorandums sont récurrents. Oui, mais... Pour vous, il s'agit de quoi, professeur? Du chantage? Non, c'est du chantage ou parce que nous sommes en période électorale? Non, en fait, c'est... Il y a une légitimité dans ces mémorandums, des revendications. Dans ces mémorandums, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes. Quoi, par exemple? Non, je peux vous dire, par exemple, dans le dernier mémorandum dont nous parlons, ils n'ont pas appelé ça mémorandum, mais on peut appeler ça comme ça. Ils disent que le tourisme est mort dans les 3 régions septentrionales. Mais ce n'est pas le RDPC ni le président Biya qui ont tué le terrorisme. C'est Boko Haram qui a tué le terrorisme. Est-ce qu'avant Boko Haram, avant Boko Haram, je peux vous dire, moi j'ai plusieurs fois amené des collègues américains à Waza, au parc national de Waza, au parc de Boubanjida, n'est-ce pas, à la Benoué pour voir les hippopotames. Mais depuis que Boko Haram est venu s'aimer la zizanie, je ne peux plus courir le risque d'amener des amis américains là-bas. Donc, ils disent des choses comme ça, et on peut croire que c'est le RDPC ou c'est le président Paul Biya qui a tué le tourisme. Ils disent qu'eux, ils sont attachés à l'unité, à la paix, à l'intégrité nationale du pays. Mais, quand ils écrivent ce document, ils n'associent personne d'autre qui soit originaire d'une région autre que l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Ils sont tous des 3 régions septentrionales. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont attachés à l'unité, à la paix, à l'intégrité du pays, alors qu'ils se mettent ensemble? Sur fond de repli identitaire. C'est ça, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est un repli culturel, un repli identitaire. Ils disent qu'eux, ils parlent au nom des régions septentrionales parce que les régions septentrionales ont été oubliées par le renouveau. Mais, quand on regarde le nombre de ministres de l'extrême nord, peut-on dire que l'extrême nord a été oublié par le renouveau? Est-ce que le nombre de ministres apporte le développement? Quand on regarde les projets de développement, je regardais une interview d'un responsable du PNDP qui est basé à Maroua, qui disait que, je crois, sauf si je me trompe, le budget du PNDP s'élevait à plus de 30 milliards de francs CFA. Quand vous avez ce genre de budget, vous pouvez dire que vous avez été oublié par le renouveau? Un indicateur, professeur, si vous permettez. Ces chiffres-là sont des indicateurs de performance. Alors, ce sont les investissements dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des équipements, sont des indicateurs de performance qui montrent que personne n'a été oublié. Alors, et certainement pas les 3 régions septentrionales. Parlant des 3 régions septentrionales, professeur, vous évoquez des indicateurs. Je vous en donne un. Oui. Le ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire a initié il y a quelques jours la construction de 3000 forages dans les régions septentrionales. Alors si en 2025, on en est encore à... C'est un bon projet, mais c'est aussi le constat que 40 ans après et 43 ans après l'arrivée du président Biya, on n'a pas pu offrir de l'eau potable aux populations septentrionales. D'où l'urgence de... Non. Je suis effrayé des ressorts d'une certaine démocratie à l'Occident, en Occident et à l'Occident. Hier, sur les Champs-Élysées, c'était les gilets jaunes qui cassaient tout. Aujourd'hui, à Bruxelles, ce sont les activistes camerounais qui s'attaquent aux diplomates camerounais et aux ministres camerounais en visite là-bas, qui sont supposés être sous la protection de la Convention de Vienne
donc de l'État qui les héberge et qui assure leur sécurité. Nous, en Afrique, quand moi je me déplace, je vais quelque part, là où j'arrive, j'ai toujours un aide de camp et une sécurité. D'où vient-il que les ministres africains, s'ils arrivent quelque part en Europe, ils n'ont pas un aide de camp et une sécurité? Comment on peut attaquer un ministre en public, dans un lieu public, accompagné de l'ambassadeur, et frapper sur l'ambassadeur, le plénipotentiaire d'un pays? Un défaut d'anticipation? Donc, non, je m'interroge seulement. Je m'interroge. Mais je dis, ça exprime quoi? Que ces gens qui sont partis du Cameroun et qui pensent qu'en faisant violence aux autorités camerounaises, en cassant nos ambassades parce qu'ils ont dit la fois dernière qu'ils veulent remplacer l'ambassadeur. Ils ont mis les photos de Kanto là-bas, disant que c'est leur président. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Or, on voit bien ce fait. Et la promotion, organisation patronale africaine, organise un voyage d'affaires à Paris du 24 avril au 12 mai 2025. Au programme, des rencontres d'affaires, des B2B, des conférences et ateliers, des visites guidées, des visites de la foire de Paris, un dîner de gala de clôture et la remise des trophées et distinctions. La Chambre internationale pour le conseil et la promotion ouvre les portes de l'international aux entreprises africaines, facilite la création des partenariats industriels, techniques et financiers avec des investisseurs internationaux. Infoline, téléphone WhatsApp +33 666 20 94 63. Mail contact @cicp-8group.com. Professeur Edmond Biloa, le Cameroun est vraiment très mal classé en Afrique en termes de compétitivité académique. Dans les 25 premiers des classements, on retrouve genre le Cameroun. Est-ce qu'on a juste investi sur le volet infrastructurel sans investir sur la qualité? Le Cameroun n'est pas parmi les pays les mieux classés en matière. Il y a la qualité. Vous voyez, une université comme Tchad est très bien classée. Elle est classée parmi les... Je crois qu'elle est la première université d'Afrique centrale. Donc, ça veut dire que si nos universités ne sont pas classées, c'est le fait de nos collègues et de nous qui gérons les universités. La gouvernance universitaire. Oui, parce que nous ne faisons aucun effort pour faire savoir ce que nous faisons dans nos universités. Moi, j'ai été vice-recteur à Tchad. Et à Tchad, chaque activité sur le campus est diffusée sur le net, instantanément. Chaque fois que j'allais représenter le recteur de l'université de Tchad à une cérémonie, la cérémonie était diffusée sur le net au moment où la cérémonie se déroulait. J'ai des amis, des collègues, des anciens étudiants qui m'appelaient des États-Unis, du Canada, pour me dire, mais on est en train de te voir au net là. C'est une cérémonie en direct. Je leur disais, oui, c'est une cérémonie en direct. Autrement, il y a des acquis. Donc, en termes de recherche, en termes de production scientifique. Il y a des universités qui sont très bien fournies en enseignants, parmi les meilleurs enseignants d'Afrique, au sud du Sahara. Il y a des universités mais on n'en fait pas une bonne promotion. Qui ont des très bons équipements, des infrastructures. Et vous voyez Polytechnique. Polytechnique a toutes les infrastructures dont on peut rêver, non seulement en Afrique au sud du Sahara, mais partout dans une école d'ingénieurs en Europe. Mais on ne fait pas suffisamment la promotion de ce que nous avons. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Il faut faire un minimum de marketing. Il faut faire un minimum de lobbying. Il faut faire savoir aux autres que voici ce qu'on fait au Cameroun. Et malheureusement, on ne le fait pas. Je ne veux pas citer pour que certains pays ne se sentent pas insultés.
Comment vous pouvez penser qu'une petite université dans un petit pays de l'Afrique de l'Ouest soit mieux classée que l'université de Yaoundé 1? Hein? Cette université-là, quel enseignant? L'université de Yaoundé 1 a parmi les meilleurs enseignants d'Afrique. Est-ce que c'est pas de la condescendance? C'est pas de la condescendance, c'est réel. Eux-mêmes, ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. Autrement dit, le Cameroun a une eux-mêmes, ils le savent. Moi, je veux... Laissez-moi vous raconter une idée. Un jour, j'étais en Europe avec des collègues africains. Et il y a un qui a dit, celui-là, lui, il est maghrébin, il est arabe. Il a dit non. En Afrique noire, il y a les enseignants camerounais, il y a les enseignants de la RDC. Il a dit ça. Hein? C'est pas de l'autoglorification pour ça. Lui, il est arabe. Il est maghrébin. Pourquoi? C'est pas de l'autoglorification. Il m'a dit, en Afrique noire, il y a les enseignants du Cameroun et il y a les enseignants de la RDC. Et tout le monde sait très bien qu'au Cameroun, nous avons des gens très bien formés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, j'ai dirigé une thèse ici, là. Un étudiant Bassa. J'envoie la thèse à un de mes amis qui enseigne à l'université de New York. Il regarde la thèse, il me dit, mais ça, c'est une très bonne thèse. Il y a un poste qu'on a ouvert à l'université de Stanford. Dis à ton étudiant de candidater. Vous savez ce que l'université de Stanford représente? La crème. Non, c'est la crème. C'est la crème. À l'échelle mondiale, aux États-Unis, il y a MIT, il y a Harvard, il y a Yale, il y a Stanford. Et puis il y a les autres, Californie, Pennsylvania. Un étudiant qui a fait une thèse à Yaoundé, un professeur américain qui a étudié à MIT me dit, dis à ton étudiant de candidater à un poste à Stanford University. Ça veut dire que ce professeur américain qui a étudié à MIT pense que cette thèse est de très bonne qualité. Voilà le genre de travaux que nous faisons faire à nos étudiants. Mais nous ne prenons pas le temps de faire savoir au monde qu'il y a de la qualité à Yaoundé. Et ailleurs, et c'est ce que tu en fais savoir aux gens qu'il y a des choses qui se font à Tcham. Les mêmes choses se font ailleurs, mais les autres ne prennent pas le temps de dire aux autres ce qu'ils font. Vous voyez? Donc en réalité, si nous ne sommes pas bien classés, c'est notre faute. C'est par défaut de promotion de lobbying. Exactement. C'est parce que nous ne faisons pas suffisamment notre promotion. C'est parce que nous ne faisons pas suffisamment de lobbying. C'est parce que nous ne faisons pas suffisamment de marketing. Nous devons le faire. Professeur Edmond Biloa, nous arrivons pratiquement au terme de cet échange. Un dernier mot. Nous sommes à sensiblement 6 mois de la présidentielle. En 40 du RDPC, la spéculation semble encore de mise. Certains se posent la question, âgé de 92 ans, devrait se représenter? Où est-ce qu'il va se représenter? Vous avez certainement suivi les sorties de quelques prélats. Certains estiment qu'à 92 ans et 43 ans passés à la tête de l'État, c'est trop. La position qui est la vôtre, peut-être connue d'avance en tant que militant du RDPC, est-ce que le président Biya est encore l'homme de la situation? Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il est l'homme de la situation pour le septennat qui s'annonce 2025-2032? En 93 ans, en 92 ans. C'est le président national du RDPC. Candidat statutaire. Et selon les statuts du RDPC, le président national et le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc, alors, en fait, la question que vous me posez, c'est celle de savoir si le président Paul Biya sera candidat. Où est-ce qu'il peut passer la main? Il sera candidat. Il sera candidat. Le président Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il a encore tous les atouts? Il a les atouts. Il a les atouts. Pour diriger le Cameroun. 92 ans, on peut travailler à 92 ans. Moi, je connais certains de mes professeurs aux États-Unis qui ont 95 ans, 94 ans. Ils enseignent encore à l'université. Donc, c'est quelqu'un qui dispense des enseignements à l'université. Vous pensez qu'il n'a pas la cognition, l'intellect
l'intelligence pour être président de la République. Il n'est donc pas temps pour le président Biya de rentrer au village. Non. Le président Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle. Et il va gagner l'élection présidentielle. Le président Paul Biya, s'il devait passer la main, il aurait fait de plus belles nuettes. Ou il peut le faire avant octobre. Non, le corps électoral sera convoqué vers la fin du mois de septembre. Juillet. Voilà. Juin, en fait, juin. Juin. Vers la fin du mois de juin. Oui. Vous ne pouvez quand même pas penser que le président Paul Biya va nous laisser à la croisée des chemins alors qu'on est à quelques mois de la présidentielle pour dire qu'il ne va pas se présenter. Il sera candidat à l'élection présidentielle. Et il va gagner l'élection présidentielle. Après donc, on pourra penser à la succession. Peut-être. On pourra. Mais pour l'instant, le moment est mal choisi pour parler de la succession. Le moment est mal choisi pour parler de la succession. On aurait dû en parler il y a longtemps de cela. Aujourd'hui, on prépare l'élection présidentielle. Et nous, au RDPC, on sait que le président Paul Biya sera notre candidat. Et il va gagner l'élection présidentielle haut la main. Le président Paul Biya sera le candidat du RDPC et il va gagner haut la main. Ce sera un succès éclatant avec brio. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cet entretien de gouvernance avec comme invité le professeur Edmond Bilois. Pour ce nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Rendez-vous durant la période, on va dire, électorale. Oui, bien sûr. On viendra certainement vous accompagner dans... D'autant plus que je suis à côté de Yaoundé. Moi, je suis à Mbangasina. C'est à 1h30 de Yaoundé. Désormais, c'est de 2 jours. Non, c'est de 1h30. Donc, vous pouvez venir couvrir la campagne électorale à Mbangasina, voir comment les élites de Mbangasina font des discours de campagne. Voir aussi le développement. Qui a été apporté par le RDPC. Voir aussi le développement. Mbangasina a beaucoup changé. Le Mbamekim en général. Mbangasina n'est plus enclavé. Du moins, Mbangasina où je me trouve, il y a certaines parties de Mbangasina qui sont quand même enclavées. Mais on va désenclaver Mbangasina avec le président Paul Biya. On va désenclaver Mbangasina, le Mbamekim et par extension le Cameroun avec le président Paul Biya. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition de gouvernance. Excellente suite de programme sur My Media Prime. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse le Cameroun. À très bientôt.